Rémi Chal, vous êtes le directeur de EdTech France. Nous sommes à Rennes, en Bretagne. Alors, nous allons parler de technologie, d'éducation. Comment le monde éducatif a réagi à cette période de confinement? D'abord, Quentin, merci de m'interviewer de nouveau parce que c'est la deuxième fois. Et puis là, pour le coup, on se voit en vrai. Parce que je suis heureux d'être sur tes terres, hein, les terres bretonnes. Euh, le monde éducatif a été stupéfait, comme le monde a pu l'être. Et personne n'était prêt à une pandémie. Personne. Dans les scénarios les plus catastrophiques, on n'envisageait pas ça. Donc bien entendu, tout le monde a été saisi et il était complètement impensable que du jour au lendemain, on ne puisse plus, élèves, enseignants, se retrouver dans une salle de classe, un amphithéâtre, une salle de formation, etc. Et pourtant, il faut continuer. Il faut continuer à apprendre, il faut continuer à enseigner, il faut continuer à éduquer. Euh, Face à cette situation complètement inédite, euh, on a d'abord réagi avec l'énergie, non pas du désespoir, plutôt l'énergie de l'espoir, pour essayer de trouver des moyens. Bon. Euh, on- Puisque rien n'était prêt, contrairement à ce que parfois des ministres affirment, hein, rien n'était prêt, l'école n'était pas prête, les universités, les grandes écoles n'étaient pas prêtes, les entreprises n'étaient pas prêtes, les parents n'étaient pas prêts, les élèves n'étaient pas prêts, les entreprises EdTech que je représente non plus. Euh, il a bien fallu trouver des moyens. Donc on a pris ce qu'on avait sous la main et on a d'abord, et c'était très bien, à ce moment-là en tout cas, cherché des outils technologiques pour continuer à se voir, garder un lien. Euh, Parce que la base de l'éducation, la base de l'enseignement, la base de la transmission, c'est d'abord le lien. Donc ce lien, c'est le numérique qu'il a fourni. Euh, on est allé chercher, alors je ne vais pas les citer, vous les connaissez, ces logiciels dits gratuits, même s'il y a un modèle économique derrière cette prétendue gratuité. La plupart d'entre eux utilisés quotidiennement, soit pour les relations amicales, soit pour les relations de travail, qui sont des outils développés par des entreprises en général américaines. Et grâce à ces outils, on a, en mettant une caméra entre le prof et l'élève, assuré un semblant de classe et on a pu assurer une espèce de continuité pédagogique. Je dis bien une espèce de continuité pédagogique parce qu'on sait bien que tout ça a été finalement très artificiel et relevait un peu plus du bricolage que d'autres choses. Mais c'était un bricolage qui était utile et j'imagine que parmi ceux qui nous écoutent, il y a des apprenants, il y a des étudiants, il y a des gens qui sont en formation, et surtout des formateurs et des enseignants, puis il y a aussi des parents d'élèves, comme moi. Et j'ai vu mon fils à la maison, évidemment, c'était pas simple, mais il a gardé un lien avec ses enseignants, il a fait du travail, il a pu échanger avec ses copains. Et bien sûr que l'école à la maison, ça n'existe pas, parce que l'école, c'est à l'école. Mais quand on ne peut pas aller à l'école, le numérique a permis de garder ce lien. Alors maintenant que le confinement est derrière nous, euh, en tout cas pour l'instant, il faut tirer les enseignements de cette situation. C'est-à-dire qu'il faut à la fois voir ce qui a fonctionné et voir ce qui n'a pas fonctionné. Euh, Ce qui a fonctionné, d'abord, c'est, encore une fois, que s'il n'y avait pas eu le numérique, il ne se serait rien passé. Alors, dans quelques endroits de France, parce qu'il n'y avait pas Internet ou parce que les familles n'étaient pas équipées, il a pu arriver que, on l'a vu dans le journal télévisé, des enseignants aillent en vélo déposer des devoirs papier dans les boîtes aux lettres. Très bien, mais pour l'immense majorité des Français, ça s'est passé grâce au numérique. Donc c'est d'abord reconnaître au numérique cette capacité à permettre de continuer à nous voir, de continuer à travailler ensemble. Euh, Maintenant, on voit aussi que tout ça a été très imparfait. Il y a d'abord des problèmes d'infrastructure. Si l'établissement n'est pas équipé, si la famille n'est pas équipée, s'il y a un ordinateur pour 5 enfants, comment on fait? C'est très compliqué. Si on n'a pas Internet, parce qu'il n'y a pas la fibre, parce qu'on n'a pas la 3G ou la 4G, ou parce que tout simplement on n'a pas de téléphone portable, ou qu'on a un forfait qui est très limité, c'est très compliqué également. Donc l'accès au service public de l'éducation, l'accès au service public de l'enseignement, il est remis en question par
l'inégalité qu'on peut trouver, ou les inégalités qu'on peut trouver, qu'on peut subir sur le territoire dans l'accès aux infrastructures et l'accès à Internet. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça veut dire que pour demain, il faudra résoudre ces questions-là. Il n'est pas normal que sur le territoire de la République, on puisse, selon qu'on habite ici ou là, avoir accès ou non à Internet, c'est-à-dire avoir accès ou non à tout ce que le numérique peut proposer. Il y a un risque de couper des citoyens français de l'accès aux services publics essentiels que sont l'éducation et d'autres services, bien entendu. Ça, c'est un premier enseignement. Ensuite, il y a un enseignement concernant la formation des professeurs et des enseignants. Aujourd'hui, on a des enseignants qui sont très agiles sur le numérique. Pour un certain nombre d'entre eux, les pédagogiques parfois, ils s'appellent comme ça, sont pas toujours des jeunes enseignants, sont plutôt des gens qui ont déjà un peu de bouteille, qui savent tenir une classe et qui sont en capacité d'aller chercher d'autres méthodes pédagogiques, mais ils sont très minoritaires. De la même manière, on a parfois des anti-numériques qui sont particulièrement méfiants, qui n'ont pas du tout envie de s'y mettre et qui sont aussi, je pense, très minoritaires. Il y a surtout beaucoup d'enseignants qui ne savent pas, voilà, qui aimeraient bien, mais qu'on n'a pas formé. Et on l'a vu pendant le confinement, c'est ceux-là qui ont au début rencontré beaucoup de difficultés, et puis qui petit à petit, et il y a eu un avant, un après les vacances aussi, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, petit à petit se sont mis à utiliser de nouveaux outils, se sont mis à pas simplement à envoyer des emails, mais à proposer des classes virtuelles, à donner du travail en temps asynchrone, à inviter les élèves parfois à travailler entre eux, etc. On a vu qu'il y avait de nouveaux réflexes pédagogiques qui étaient en train de naître avec ces nouveaux usages du numérique. Et ça, c'est intéressant parce que, en réalité, la question, c'est pas une question de techno. En réalité, la question, elle est d'abord et avant tout pédagogique. Bon, et on n'enseigne pas de la même manière à distance qu'on peut le faire dans une salle de classe. Croire que l'enseignement à distance, c'est reproduire avec une caméra ce qu'on ferait dans une salle de classe, c'est une hérésie absolue. C'est une autre ingénierie pédagogique, c'est une autre façon de concevoir son cours, c'est une autre façon de le scénariser. Et tout ça, beaucoup d'enseignants l'ont appris sur le tas, si j'ose dire, et un peu dans l'urgence. Ça montre bien que, d'une part, ils en sont capables, mais ça personne n'en doutait, que d'autre part, ça peut les intéresser, parce qu'ils en comprennent l'intérêt, et que surtout, il y a un besoin impérieux de les former. Donc renforcer les infrastructures, donner du matériel, équiper les enseignants, et puis surtout les former. Voilà. Parce que on ne peut pas imposer d'utiliser le numérique, ça doit être une démarche collective, il faut que les enseignants en aient saisi l'intérêt et il faut véritablement les impliquer. Pour les impliquer, il faut les sensibiliser et il faut les former. Voilà. Il faut les former, pas simplement à utiliser un outil, mais à penser un autre scénario pédagogique. Et puis enfin, et ça concerne directement les entreprises EdTech que nous représentons avec EdTech France, il faut des ressources numériques, il faut des ressources pédagogiques, il faut des contenus, il faut des outils parfois. C'est ça dont on a besoin également. Faire un nouveau plan tablette, acheter des ordinateurs si on ne forme pas les enseignants et si on ne va pas faire l'acquisition de ressources pédagogiques, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, ça sert à avoir des tablettes dans un placard, ou à les distribuer sans savoir ce que les élèves vont en faire. Donc ça, c'est extrêmement important. La formation des enseignants, elle doit aller de pair avec la découverte de nouveaux usages pédagogiques qui correspondent à des ressources, à des applications, à des outils, à des plateformes. Et la France a un écosystème EdTech qui est bouillonnant. Il y a des tas de choses extraordinaires qui existent, qu'il faut découvrir. La plupart des entrepreneurs travaillent avec des pédagogues, sont parfois eux-mêmes d'anciens enseignants, travaillent avec des labos de recherche, tiennent compte de l'apport des sciences cognitives, tiennent compte de l'apport de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle au service de l'éducation, c'est une façon extraordinaire de pouvoir individualiser les apprentissages, de donner à chaque élève exactement ce dont il a besoin. C'est le rêve de tout professeur, en réalité. L'intelligence artificielle, c'est exactement le contraire de ce qu'on craint. Ça n'est pas remplacer l'enseignant par un robot, c'est donner à l'enseignant des moyens nouveaux pour exercer son métier.
c'est de donner à l'enseignant des moyens nouveaux pour que le meilleur de la classe puisse être suffisamment nourri pour ne pas s'ennuyer et que le plus faible puisse être correctement nourri pour progresser. Voilà ce que c'est que l'intelligence artificielle en formation. Donc tout ça, il faut le dire, il faut l'apprendre, et ça passera par de la formation et ça passera par des liens nouveaux qui doivent se créer entre le service public, les acteurs privés. Je crois qu'on aurait, et cette crise a démontré, hein, on aurait raison de mieux travailler ensemble. Voilà, parce qu'on voit bien que les intérêts poursuivis en réalité sont les mêmes. C'est avoir un système éducatif qui est plus performant, parce que l'avenir d'un pays, on est persuadés les uns les autres que ça se construit d'abord et avant tout à l'école.